Caractéristiques phonétiques des mots en français moderne. Les mots français sont caractérisés par leur brièveté. Certains se réduisent en un seul phonème. Il s'agit surtout des mots non autonomes. Et, u, on, et l'apostrophe. Les mots autonomes à un phonème étant exclusivement rares. En, o. Par contre, les monosyllabes sont très nombreux dans ces catégories des mots. Le, les, des, qui, que, mais, main, nez, gras, monte, parle, etc. Ces monosyllabes sont parmi les mots les plus fréquents. Le français possède naturellement les mots à plusieurs syllabes. Toutefois, il y a visiblement tendance à abréger les mots trop longs auxquels la langue semble répugner. Métropolitain, métro, stylographe, stylo, pianoforte, piano, automobile, auto, météorologie, météo. Quant à la syllabation des mots français, elle est reconnue comme étant remarquablement uniforme et simple. Ce sont les syllabes ouvertes qui forment près de 70% dans la chaîne parlée. Surtout fréquentes sont les syllabes ouvertes du type consonne-voyelle. Le mot français peut commencer par n'importe quelle consonne. Toutefois, les semi-consonnes initiales sont rares, de même que le H, N, haïr, haricot, et, 11, 1, nom de nombre, etc. On ne compte qu'un certain nombre de mots commençant par Z, zèbre, zéro, etc. Les combinaisons de 2 ou de 3 consonnes, aussi bien au début qu'à l'intérieur du mot, sont rares. Pneumatique, phtisie, stress, strident, apparaissant comme règle dans des mots d'emprunt. Aurélien Sauvageau souligne le rôle exclusif de la consonne initiale dans la différenciation des mots. Par exemple, fond, ton, bon, don, fond, vont, long, mon, rond, etc. La voyelle a aussi une valeur différentielle très importante. Dans le schéma consonantique PR, selon la voyelle, on a par, pour, père, père, peur, pur. Dans le français, les mots phonétiquement se laissent difficilement isoler dans le discours. Privés de l'accent tonique propre, ils se rallient les uns aux autres en formant une chaîne ininterrompue grâce aux liaisons et aux enchaînements. On dégage en revanche des groupes de mots représentant une unité de sens et qui sont appelés groupes dynamiques ou rythmiques, avec un accent final sur la dernière voyelle du groupe. Cette particularité de l'accentuation fait que le mot français perd son autonomie dans la chaîne parlée. Toutefois, il serait abusif d'insister sur l'absence totale de limite entre les mots dans la chaîne parlée de la langue française. En effet, certains indices phonétiques contribuent à dégager les mots dans le discours. Ainsi, par exemple, le son Z, qui apparaît dans les liaisons, signale la jointure entre deux mots. Un indice important est l'éventualité d'une pause en fin de mot dans la chaîne parlée. Caractéristiques grammaticales du mot français. Les unités essentielles de la langue, étroitement liées l'une à l'autre, sont le mot et la proposition. Les mots acquièrent dans la proposition une force particulière en tant qu'élément de communication.
C'est en se groupant en propositions, d'après les règles grammaticales, que les mots manifestent leur faculté d'exprimer non seulement des notions, des concepts, mais des idées, des jugements. Dans les propositions, les mots autonomes remplissent les fonctions de différents termes, dits termes de la proposition, du sujet, du verbe, du complément, etc. Tandis que les mots non autonomes établissent des rapports variés entre les termes ou les parties de la proposition. La faculté de former des propositions afin d'exprimer des jugements constitue une des principales caractéristiques grammaticales des mots. Une autre particularité du mot consiste dans ce qu'il appartient à une des parties du discours. Ainsi, on distingue les substantifs, les adjectifs, les adverbes, les verbes, les pronoms, etc. Il serait faux de traiter les parties du discours de catégories purement grammaticales. En effet, les parties du discours se distinguent les unes des autres par leur sens lexical. Les substantifs désignent avant tout les objets ou les phénomènes. Les verbes expriment des actions ou des états. Les adjectifs des qualités. C'est pourquoi il serait plus juste de nommer les parties du discours catégories lexico-grammaticales. La composition morphémique des mots est aussi étudiée par la grammaire. Pourtant, elle a un intérêt considérable pour la lexicologie. La faculté du mot de se décomposer en morphèmes présente une des caractéristiques grammaticales du mot, qui en particulier le distingue du morphème. Ce dernier, étant lui-même la plus petite unité significative de la langue, ne peut être décomposé sans perte de sens. Parmi les mots autonomes, il y en a deux simples qui sont formés d'une seule racine, tels sont homme, monde, terre, arbre, table, etc. Ces mots pourraient être aussi appelés mots racines. Plus souvent, les mots contiennent une ou plusieurs racines auxquelles se joignent des affixes et les terminaisons. On distingue encore le thème ou le radical, c'est-à-dire la partie du mot recélant le sens lexical et précédant la terminaison. Ainsi, par exemple, nous démentons les calomnies des fauteurs de guerre. Le mot démentons comprend la racine ment, le préfixe des, le thème dément, la terminaison on. La racine recèle le sens lexical fondamental du mot. Le thème qui comporte tout le sens lexical du mot s'oppose à la désinence qui est porteur d'un sens grammatical. Les racines, les affixes, les désinences sont des morphèmes. Ils peuvent être porteurs de valeurs, de caractères différents. Les racines ont une valeur d'ordre lexical, les désinences des valeurs grammaticales, les affixes généralement des valeurs lexico-grammaticales. Le mot est la signification, signe, signifiant, signifier. Il est possible de répondre à la question que signifie tel mot, soit par une définition verbalisée, comme par exemple dans un dictionnaire, soit par ça, accompagné d'un geste montrant un objet. Il est important de distinguer la signification d'un mot comme arbre de la réalité extralinguistique dont ce mot est signe dans une communication donnée. La signification n'est pas en effet la chose signifiée. Saussure le souligne lorsqu'il définit le signe linguistique. Le signe linguistique unit non une chose et un nom, mais un concept et une image acoustique. Ou, de façon plus technique, un signifié et un signifiant. C'est-à-dire, le signe linguistique est la plus petite unité ayant une signification dans une langue. Le signe est formé de l'union d'un signifiant
et d'un signifié. On l'appelle un monème. Le signifiant, c'est la réalité matérielle du signe, réalité orale, phonétique ou écrite, graphique. Le signifié, c'est le sens auquel renvoie le signe. Les logiciens font clairement et humoristiquement la différence entre la signification et la chose signifiée lorsqu'ils affirment que le mot chien ne voit pas. Il y a donc un troisième terme, en plus des deux faces du signe linguistique, à savoir le référent. Le rapport entre le signe linguistique, c'est-à-dire de l'association du signifié et du signifiant, et le référent, c'est-à-dire de la réalité extralinguistique perçue, est ce qu'on appelle la dénotation ou la désignation. Le signifié comprend deux aspects. Le sens dénoté ou dénotation correspond au sens objectif tel que nous le livre le dictionnaire. Le sens connoté ou la connotation est plus subjectif. Il peut être lié à l'expérience personnelle, au contexte, mais aussi à un milieu social, à une époque ou à une culture donnée. Les trois termes que sont le signifiant, le signifié et le référent donnent lieu à une représentation que l'on appelle le triangle sémiotique, dont Ullmann a proposé la version représentée par la figure que vous voyez ici, la figure 1, en expliquant que le nom évoque non pas la chose, mais l'idée de la chose, c'est-à-dire le sens. Que le sens se rapporte à la chose, et que s'il y a un lien direct entre le sens et la chose, par contre, entre le nom et la chose, il n'y a aucune connexion directe et immédiate. Voilà, vous allez voir tout ça sur cette figure. Et ensuite, on va analyser tout ça et on va répéter 1000 fois peut-être à nos séminaires. On a apporté ensuite quelques modifications à ce triangle sémiotique. Chez certains, il est devenu un trapèze sémiotique, comme dans la figure ici, voilà, dans la deuxième figure, par l'ajout d'un quatrième terme, le conseil. Le signe est-il arbitraire? L'union du signifié et du signifiant est conventionnelle. On peut se demander pourquoi tel signifiant, plutôt que tel autre, a été associé à tel signifié. Pourquoi tapis pour tapis et non tapa ou tapo? S'il y avait un motif pour associer tel son, tel signifiant, c'est-à-dire à tel sens, tel signifié, les associations seraient les mêmes dans toute langue. Or, le fait même qu'il existe un très grand nombre de langues différentes, montre que l'association d'un signifiant et d'un signifié est bien sûr arbitraire.